Monsieur Lavoie, je voulais, c'est vrai que c'est étonnant cette méfiance qu'on a toujours sur la photographie, mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que ce sont les photographes eux-mêmes qui sont mis en cause. Est-ce que ce sont encore eux vraiment qui choisissent les images qu'ils publient, ou est-ce que le World Press s'adresse à eux de façon indépendante par rapport au travail des agences? Est-ce que ce n'est pas les agences eux-mêmes, lorsqu'ils distribuent les images, qui ont intérêt à les trafiquer d'une certaine manière pour les rendre plus lisibles? Dans le cas du WordPress, ce sont directement les photographes qui soumettent leur candidature, à la condition que l'image ait été publiée dans un support au cours de l'année précédente. Et lorsqu'on lit la fiche de dépôt des candidatures, il est aujourd'hui précisé, et cela depuis, je crois, les 4 dernières années, que l'image, j'allais dire soumise à l'attention des jurés, doit être accompagnée du fichier numérique d'origine, parce qu'il est quand même autorisé de procéder à des manipulations, à des améliorations de l'image, mais celles-ci doivent se faire à l'intérieur d'un cadre très précis qui a été établi historiquement par la photographie argentique, c'est-à-dire qu'on peut rehausser ici et là tel élément, modifier une tonalité, on peut recadrer, mais on ne peut pas, comme dans l'exemple que j'ai présenté, retirer un élément, ce qu'on ne peut pas faire en argentique, moyennant des retouches un peu plus conséquentes. Donc, en fait, on est dans une méritocratie du photojournalisme pour ce qui est des concours. Donc, et je dirais que à la fois les agences et les concours sont solidaires, je dirais, d'une espèce de sorte de rigueur dans les processus, parce que l'un et l'autre ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de scandale. Et puis des scandales, il y en a à peu près à chaque année. Je ne sais pas combien de dizaines d'images ont été refusées, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a aussi une rhétorique, c'est-à-dire le refus et le rejet et la publication des contraventions ou de l'identité des contrevenants apparaît en fait comme une sorte de mesure d'assainissement et envoie un message de rigueur. Et ça, voilà, enfin, il y a des fusibles qu'on fait sauter, et ça, c'est bien important, quoi. Je vais essayer rapidement, parce qu'il y a... Juste, non, si, Aline, Jordi, Christophe, puis Anolga, et après on va manger. Bon, je vais être rapide. C'est une manière un peu de ressaisir peut-être les deux communications, en repartant finalement la question du forensique, donc pas de l'inforensique, et finalement les origines de la police scientifique au début du XXe siècle, avec Bertillon, et du coup je me demandais du coup si on n'a pas non plus un imaginaire, celui du roman policier. Et là, en fait, toi, tu nous ramènes aussi, au-delà de la question des images, mais en élargissant à la question du forensique en général et de la police scientifique, la place finalement de l'expertise au sein des enquêtes. Et là, peut-être qu'effectivement, on a un imaginaire qui est l'imaginaire du roman policier et de la figure du Sherlock Holmes, mais voilà, est cultivé. Alors qu'en fait, quand on revient finalement aux procédures d'enquête depuis le XXe siècle, et je vous invite d'ailleurs à visiter, c'est très intéressant, le musée de la police qui est au commissariat du 5e. J'y suis allée avec Emmanuel Léonard, justement. Et là, on voit toute la place en fait de l'expertise. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Et là, je trouve que finalement, on est face à un grand écart entre nos imaginaires de l'enquête policière et finalement la place de l'expertise scientifique qu'elle a au sein justement de cette enquête. Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir ? Auquel cas, je vais vous donner la parole. En ce qui concerne la science, les exemples sur lesquels j'ai travaillé, ce sont des exemples plus classiques, leur accordent une place assez mince. Je crois que le moment décisif dans le film Le Cercle Rouge, c'est vraiment cette composition d'un alliage spécial qui transforme la cuisine de l'ex-policier dans une espèce de laboratoire. Pourtant, on ne voit pas de choses semblables du côté de la police. Donc, s'il est du tout question de science,
dans les films sur lesquels j'ai travaillé, la science est plutôt le domaine des truands dans cette occasion. Peut-être quelques mots pour rebondir sur le commentaire. Effectivement, ah oui, c'est vrai que ça... Ah, voilà, très bien. Effectivement, il n'y a rien de récent là-dedans. Avec Bertillon, fin du 19e siècle, Edmond Locard au début du 20e, à partir du moment où on établit que chaque corps, tout laisse une signature, hein, il s'agit ensuite de relever ces signatures, ça traverse tout le XXe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a à la fois, je dirais, un imaginaire aussi de la croyance dans l'irréfutabilité de ce type de preuve, qui est maîtrisé par des laboratoires et par une montée en puissance, je dirais, des technosciences. Il y a un changement d'expertise, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie d'experts qui se trouvent être crédités d'un pouvoir particulier. Ça se traduit, par exemple, effectivement, dans les cours de justice, où s'il n'y a plus de preuves scientifiques, on ne croit plus les avocats, c'est-à-dire que on va condamner ou innocenter s'il y a des preuves scientifiques. Donc l'idée de l'argument, de la preuve dite circonstancielle, a perdu beaucoup de valeur. Et il y a aussi, pour revenir à la question du roman, il y a toute une culture populaire, romanesque et télévisuelle autour de ça. Hein, les émissions CSI, les romans de Catherine Reich, par exemple, etc. Donc il y a aussi toute une littérature dont il faudrait effectivement tisser, repérer les ramifications avec ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, alors j'avais 3 petites questions parce qu'en fait, on a vu que donc dans le champ du photojournalisme, il y avait des procédures de validation en fait étaient essentiellement focalisées sur la post-production. Et qu'est-ce qu'il en est en fait de la pré-production? Il y a aussi la mise en scène par les photographes. Dans les années 30, il y a eu plusieurs scandales, par exemple avec Arthur Rothstein et le déplacement du crâne d'un bœuf au moment de la Dust Bowl. Il y a eu un travail de James Curtis, je crois, sur ces possibles déplacements, même chez Walker Evans dans le N-County. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était maintenant dans ce champ-là. Et puis 2 petites questions techniques. Est-ce qu'il est possible en fait de produire des fichiers RAW, parce que vous disiez que le WordPress Photo en fait demande l'examination des fichiers RAW, qui puissent être montés en fait des fichiers RAW qui seraient post-produits et par rapport aussi au fait que est-ce qu'il est possible aussi de proposer des photos JPEG pour un WordPress Photo qui ne serait pas fait avec des appareils photo numériques traditionnels dans le photojournalisme. Alors ça, sur la question technique, s'il y a possibilité, en fait, si je comprends bien, de produire des subterfuges, ça sera peut-être, ouais, peut-être, mais là on est dans un système de surenchère, des systèmes de vérification, de contre-vérification. Voilà, c'est possible, on l'apprendra peut-être. Je l'ignore pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais on sera à ce moment-là tout simplement dans une espèce de logique d'une surveillance surveillée, ce qu'on appelle de la surveillance, en fait. C'est peut-être ce qui se passerait. Quant à savoir ce qu'il en est de ces manipulations a priori, moi je dirais que là, aujourd'hui, c'est le doute à tous les étages, hein, c'est-à-dire à la fois sur le plan de la mise en scène. Je prendrai pour seul exemple cette photographie de Robert Capa du milicien loyaliste tué, dont on a dit qu'elle était une mise en scène. Dans les années 2000, on a soumis cette image à des expertises criminalistiques. C'est-à-dire qu'on a soumis cette photographie au regard expert d'un médecin légiste pour qu'il puisse se prononcer sur la vraisemblance, je dirais, de la mort du sujet. En gros, a-t-il l'air de quelqu'un qui est en train de mourir? Vous voyez, donc là, on est vraiment dans un registre de préoccupation qui, encore une fois, en appelle aux régimes de vérité qui sont les plus en vogue pour en arriver à des conclusions définitives sur parfois de très anciens litiges. Mais ce qui inquiète le plus le secteur, c'est véritablement plus que je dirais, la mise en scène de la réalité, la fabrication de l'événement, disons, au sens où l'entend Daniel Borstein. C'est véritablement donc le travail, je dirais, subreptice, hein, sur les fichiers en tant que tels qu'il faut débusquer.
Oui, tout d'abord, merci pour ces 2 belles communications. Moi, c'est des observations, une question donc, pour Vincent Lavoie. Sur cette déontologie, parce que quels sont finalement les critères? Parce que, par exemple, on voit sur la photo de la fracture, on supprime finalement un élément parasite qui n'a rien à voir avec la fracture, et donc la photo est éliminée. Bon. Et en revanche, sur la photo de l'enterrement, on peut très bien dramatiser la situation en augmentant les contrastes, et ça, apparemment, c'est autorisé. Bon. Et tu as parlé aussi de recadrage. Alors, pas sur des photos numériques, mais sur des photos argentiques. Par exemple, il y a la photo de la célèbre petite fille brûlée au Vietnam, et en réalité, c'est un recadrage qui supprime le contexte, où on voit que finalement, ce sont des journalistes qui sont derrière elle, et pas des soldats, en train de rembobiner leurs photos et leur appareil photo, et on a supprimé tout ça pour dramatiser. Bon. Alors, sur quoi s'appuie cette déontologie, puisque finalement, on autorise le recadrage qui peut complètement changer la nature de la photographie, et même par exemple, quand on voit la bande vidéo qui circule sur Internet de cette petite fille brûlée, à un moment, la caméra se retourne et on voit qu'il y a en face d'elle une vingtaine de journalistes en train de la prendre en photo, qui est une scène absolument abominable, parce que la gamine est brûlée à poil, et les journalistes font leur spectacle. Bon. Donc là, en quoi la photo numérique apporte des éléments finalement différents par rapport à la photo argentique? En particulier, moi je pense à tous les travaux de Laurent Gervereau, qui a montré que depuis la période soviétique et même avant, je veux dire, la photo argentique était parfaitement manipulée, recadrée, découpée. On faisait des masques, enfin bon, et on reconstituait l'histoire. Et là, toi, tu as parlé du monde policier, mais je crois que c'est très important dans le monde militaire, puisqu'en particulier, lorsque les Américains ont voulu lancer la guerre en Irak avec l'histoire de destruction massive, ils ont effectivement fait apparaître des photographies qui étaient des faux, alors que l'armée française, par exemple, de son côté, avait des vrais, montrant qu'il n'y avait pas d'armes. Enfin, donc là, quel est le choix donc, sur pourquoi est-ce qu'on choisit tel critère plutôt que tel autre? Bon, parce que finalement, moi, l'histoire de la basket retirée, ça ne me semble pas gênant. Et en quoi est spécifique au numérique par rapport à l'argentique, quoi. Voilà. C'est intéressant que tu invoques l'image de Nick Hutt montrant Kim Phuc, parce que j'ai vu Kim Phuc il y a 2 semaines, puisqu'elle habite au Canada, et on a parlé de ça. De cette position centrale qu'elle a dans l'image, qui est effectivement une fabrication, parce que dans les marges de cette même image, il y avait des photographes, et dont un qui rembobine tout simplement sa pellicule, puis il a l'air d'être très tranquille, hein, donc il fallait, en fait, il y avait une dissonance dans l'image entre la banalité du geste du photographe qui ne fait que son métier pendant la guerre, et cette effigie du sacrifice civil. Donc il a fallu déplacer un tout petit peu vers le centre, éliminer ce qui était dissonant pour en faire une figure paradigmatique. Pour en revenir plus précisément à ta question, c'est très simple, c'est-à-dire tout ce qui est possible de faire en argentique, excluant bien sûr l'ajout, le retrait par la retouche, le masquage, le maquillage, est autorisé. Donc le recadrage est autorisé, mais pas le prélèvement. Pas le prélèvement qui est sans signalement. Alors c'est ça qui embête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas examiner sur une épreuve numérique voire de traces de quelque chose qui est prélevé. Alors d'ailleurs c'est stipulé en ces termes, c'est-à-dire dans les règlements des concours, on dit clairement que toute opération jadis acceptée dans le domaine de la photographie argentique, au regard des critères valides en ce domaine, sont autorisées. Pour le reste, c'est considéré comme une manipulation, et manipuler, c'est ajouter un élément, c'est en retirer un autre, ce n'est pas accentuer un contraste, etc. Alors, l'image de Paul Hansen, je ne sais plus où elle est, peut-être, voilà, elle était ici. Donc, ça c'était par exemple l'image du fichier RAW.
l'image qui a remporté. Donc il y a des petites distinctions. On a bien vu à l'œil qu'il y avait des petites distinctions, mais dans le fichier, on voit, avec des codes couleurs, les zones qui ont été modifiées, mais on a estimé que ces modifications étaient mineures et n'étaient pas de nature à un retrait en fait du prix. Donc c'est une question de degré. Hein, on peut améliorer. Donc en fait, ça repose sur une espèce d'idéal de vraisemblance. Je crois que les termes disent ceci: l'image ou les manipulations doivent faire en sorte que l'apparence finale restitue l'impression que le photographe a eue au moment de la prise de vue. Voilà. C'est très flou, c'est très vague, et ça peut donner lieu. Oui, juste. Bon, merci beaucoup pour vos deux communications. Je n'ai pas cessé de penser à Christian Delage pendant votre exposé, et notamment à tout son travail sur l'image comme preuve. Et je voulais savoir comment vous vous situiez par rapport à ce travail, puisque je dirais qu'il a notamment montré que les fausses images, les images truquées de Timi Soara ont contribué à faire basculer le régime roumain. Et puis, il y a d'autres exemples comme ça. Donc, je voulais savoir comment vous situez. Et puis, par ailleurs, toujours Delage avec d'autres auteurs qui, notamment, ont publié un ouvrage sur la fabrique contemporaine des images, sur la fabrique des images contemporaines, pardon, et qui montre, pour certains, que face à la prolifération des images, avec le numérique, eh bien, il y a une vigilance citoyenne qui est beaucoup plus accrue, beaucoup plus vive qu'avec les images analogiques. Ouais, le travail de Christian Delage est fondamental. Je pense entre autres à son ouvrage La vérité par l'image, où il traite de manière très précise de l'usage des images au moment du procès de Nuremberg en 1947. Et pour lui, effectivement, c'est véritablement l'entrée de la photographie dans le prétoire. Hein. C'est-à-dire que c'est pour la première fois que l'image se substitue jusqu'à un certain point au témoin. Je dis se substitue parce que le témoin, pour la question des camps notamment, le témoin sera une figure qui prendra, je dirais, son essor un peu plus tard, hein, dans le procès de Eichmann, autour effectivement de l'ère du témoin qu'on a évoqué hier en citant Vivorka. Donc, en fait, je dirais, c'est la force probatoire des images, hein, dans un contexte judiciaire, donc aux côtés, je dirais, des paroles attestées. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Il se produit, je pense, au XXe siècle, une sorte d'autonomisation de l'image qui se substitue ou qui vaut autant que le témoin, alors que ce n'était pas du tout le cas au début du XXe, où toute image devait, aussi exemplaire soit-elle, devait toujours être corroborée par une parole. Donc, ce que montre Delage, finalement, c'est qu'avec Nuremberg, l'image gagne une sorte de spécificité probatoire et devient une véritable image à charge, en fait. Merci.